Ladies and gentlemen. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session sur la télécommunication. Je suis un modérateur international du Maroc pour Podcast et c'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui, de faire partie de cette conversation qui est très intéressante. Et donc le thème de cette session, c'est l'infrastructure. Et donc, comme vous le savez, concernant les besoins de financement pour attendu pour pouvoir arriver jusqu'à 100 000 $ jusqu'en 2030, et l'Afrique est censée avoir 650 millions d'utilisateurs d'Internet d'ici 2025 avec un gros demande de financement privé surtout. Et c'est très important de pouvoir avoir plus de valeur à des coûts réduits et pour que les services de télécommunication puissent être plus abordables et pouvoir supporter l'innovation de la technologie sur notre continent. Mais qui paye les factures? Et ça, c'est la question que les opérateurs de télécommunications utilisent pour pouvoir dépenser plus et les grosses compagnies de communication. Donc, nous allons parler ici de ces questions dans peu de temps, mais bien avant ça, j'aimerais souhaiter la bienvenue à nos différents intervenants pour donner sa présentation. Des applaudissements pour Gregory, partenaire senior à McKinsey Company. Tu as mis ça dans le groupe. Bonsoir à tous. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Ça fait plaisir de vous voir ici. Donc, je vais me présenter. Je suis Gregory Tyson. Je suis allemand et j'aime l'Afrique. Ça fait 18 mois que je suis ici. Et avant ça, j'ai vécu en Asie et j'ai construit ce qu'on appelait McKinsey Digital et Analytics. Travailler sur les topics de numérisation avec les banques, les institutions financières, des business, des infrastructures, travailler sur la sécurisation de données et plusieurs autres choses. Donc, lorsque je suis arrivé en Afrique, j'ai pensé que vous serez vraiment en retard sur des millions d'années, mais dans mon histoire, j'ai pu voir que j'avais faux. Je vais vous partager des pensées sur ce qui se passe et quel est le développement en Afrique. Nous avons déjà parlé du bénéfice de pouvoir avoir une infrastructure en milliards. Nous avons l'amélioration de la productivité. Tout le monde peut le voir. Et donc, il y a certains pays, ça a déjà été mesuré. Si vous arrivez à accroître à 10%, votre accès de données et utilisation mobile et votre PIB aussi va accroître de 0,5%. Si vous pensez un peu à l'Afrique, c'est un potentiel de 100 milliards de dollars. Et cela permet aussi de pouvoir créer de l'emploi. La digitalisation crée de l'emploi. Cela ne signifie pas que les emplois vont disparaître. Et donc, lorsqu'on parle de numérisation, donc quand on est plus dans la numérisation, donc vous n'avez plus besoin d'aller au supermarché. Donc, on voit un peu que les emplois seront perdus. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que ça permet le gouvernement à être plus efficace et être plus efficient aussi. Donc, c'est très bénéfique pour tout le monde. Et donc, où est-ce que nous sommes avec le travail concernant l'Afrique? Quel est le plus gros problème? 60% de la population utilise l'Internet. 25% c'est mobile, mais 60% l'utilisent. Nous avons 517 millions et le nombre va aller jusqu'à 2025. Le nombre sera plus grand. Et donc, si vous regardez les chiffres, la couverture n'est pas le premier problème. La couverture n'est pas le premier problème. Le vrai problème ici, c'est l'utilisation.
Et donc, derrière ce problème-là, c'est le fait que cela soit abordable. Si vous réfléchissez, combien de personnes peuvent pouvoir s'octroyer 1 giga par mois? Et c'est moins de 50% de personnes qui ont accès. Donc, c'est vraiment loin de cela. Donc, c'est vraiment difficile. Et ce n'est pas tout, c'est aussi la littérature digitale. Est-ce que les personnes sont à mesure de pouvoir lire, communiquer et comprendre? Donc, avant de parler même des 100 millions, la disparité ici, c'est l'utilisation. C'est l'utilisation. Ce que nous avons, faire de telle sorte que ce soit accessible pour la population. Et l'Afrique a déjà fait beaucoup. L'Afrique a déjà fait beaucoup. Lorsque je parle de mon commencement ici, si vous regardez ce tableau, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup d'infrastructures ou d'investissements qui ont été faits pour que vous voyez que l'Afrique est au-dessus. Ici, c'est la croissance la plus rapide d'Internet durant les dernières années. Mais c'est ce nombre de 100 milliards dont nous parlons. Et on me pose toujours la question, Grégoire, est-ce que 100 milliards est le bon nombre? Et la réponse que vous allez toujours avoir, c'est que cela dépend. Et aujourd'hui, j'ai un diplôme en droit et je vais vous dire que cela dépend. Le nombre peut être plus élevé parce que ça n'inclut pas la maintenance. Ça n'inclut pas des gros investissements d'infrastructures comme les différents câbles. Ça peut ne pas aussi inclure l'utilisation des données ou aussi l'énergie et aussi les sources d'énergie qui sont stables. Et aussi, d'une autre partie, on a aussi la technologie. Et vous avez prouvé durant les 10 dernières années que vous avez besoin de technologie. Peut-être que vous n'avez pas besoin du réseau de fibre optique partout, mais ça reste toujours un débat. Donc, si vous croyez à ces 100 milliards de dollars, très rapidement, je sais que vous êtes plus intéressé au panel et de savoir ce que vos collègues ont dit. OK, je sais que vous avez les câbles sous-marins, on a besoin de plus d'accès. Et nous sommes tous informés de ce qui s'est passé récemment, dans les récents mois et semaines. Mais à cause de ces problèmes dus au niveau réseaux nationaux, à cause de la couverture qui a accru dans les différents endroits, vous pouvez aller dans plusieurs endroits, que ce soit Europe, par exemple, mon pays, en Allemagne. Est-ce que c'est couvert à 100%? Non. Il y a vraiment des challenges, par exemple au Singapour, et il y a d'autres villes, comme nous avons dit, c'est un débat. Mais le troisième qui est très important pour moi, et cela est les outils qu'ils vont utiliser et faire de telle sorte qu'ils soient abordables. Il faut que l'expérience digitale soit accessible pour tous. Cela va booster notre économie, cela va booster notre alphabétisation digitale et l'alphabétisation aussi financière. Et aussi, dernier point, ce sont les centres de données. Avec les nouvelles technologies qui sont en train de se développer plus en plus, la bonne nouvelle est que vous êtes dans une grosse discussion sur le continent. Je sais que les banques l'utilisent. Si vous pensez à certains pays qui sont en train d'essayer de construire des centres de données, ils vont peut-être construire 10 à 15% de sources d'énergie. 10 à 15% de sources d'énergie pour un seul pays. Donc, il y a beaucoup à faire. Donc, les partenariats publics et privés doivent aller au-delà de tout ce qui est construction d'infrastructures. Mais nous avons de grands cas. Ce n'est pas complet, mais ce qui est correct ici, le message que vous devez comprendre, comment est-ce qu'on peut faire de sorte que cela fonctionne. Cela peut uniquement fonctionner si nous avons des partenariats privés-publics. Si le marché en tout permet les individus pour pouvoir se faire de l'argent, mais en même temps, les entreprises privées peuvent aussi prendre la décision de faire des choses et d'entreprendre pour la société. Si vous me demandez, vous avez fait un travail brillant durant les dernières années, vous pouvez faire plus parce qu'il y a beaucoup encore à faire et cela exige des actions cohérentives et aussi du support. Merci.
Merci Grégoire pour votre contribution très importante. J'aime beaucoup le fait que vous avez dit que ce n'est pas la couverture qui est le problème, c'est l'utilisation qui est en train d'accroître et c'est quelque chose de positif qu'on peut garder. Et il y a tellement de choses à faire. Nous allons garder cela avec notre ligne d'intervenants. Donc, dames et messieurs, aidez-moi à appeler ici le ministre de ICT de la République de Rwanda. Bienvenue à vous. Monsieur Amata Diop n'a pas pu être avec nous. Il s'en excuse, il a eu une urgence. Maintenant, nous allons inviter Monsieur Save Souri, le directeur régional de l'industrie INR. Et aussi, nous allons recevoir ici Monsieur Alex Okozi, le directeur Afrique de Google. Et maintenant, M. Simon Curry, président de Vodacom Mozambique, qui est aussi un partenaire de ce panel. Merci de pouvoir travailler avec nous. Merci à tous de nous joindre aujourd'hui. Merci pour votre temps. On aura 3 séries de questions. Pour la première série de questions, j'aimerais couvrir d'abord les fondamentaux, la structure qui est nécessaire pour pouvoir attirer des investissements pour l'infrastructure digitale et vos différentes perspectives sur cela. Votre Excellence Paula, vous êtes le ministre de la Communication de la République de Rwanda. Vous êtes reconnu globalement pour votre influence. Vous avez fait des initiatives, par exemple Smart Africa, des projets coordonnés, par exemple Kigali Innovation City. Rwanda a adopté la technologie à une vitesse vraiment exponentielle, qui est quelque chose de vraiment critique. Quelles sont les différentes politiques que le Rwanda a mis en place, que d'autres pays peuvent tirer comme exemple, et quelles sont les motivations que d'autres pays peuvent avoir comme inspiration pour pouvoir répliquer cela. Merci, bonsoir à tous. Pour revenir un peu sur le séjour et l'épopée du Rwanda, lorsque nous parlons de infrastructures digitales et les différentes politiques que nous avons mis en place, au-delà de cela et tout ce qui est environnement législatif dont vous avez mentionné, qui a été vraiment clé pour le progrès que nous voyons aujourd'hui, avec tous les différents investissements que nous avons pu en profiter aujourd'hui à travers beaucoup de partenariats. Et quand on parle de partenariats, nous avons commencé à zéro. Nous savions que nous voulons avoir des infrastructures de communication, de technologie pour pouvoir nous permettre de pouvoir nous développer et pouvoir faire en sorte que ce sera accessible pour tout le monde. Et les entreprises ont vraiment servi de levier pour pouvoir nous aider à pouvoir mener cela à bien. Et donc, quels que ce soit les partenariats avec les partenariats privés et publics, et donc le gouvernement a encouragé beaucoup de partenariats dans plusieurs secteurs en Rwanda, surtout dans la communication, la technologie, avec la Banque mondiale et aussi d'autres entreprises de télécommunications qui ont vraiment servi à l'épine dorsale même de ce projet. Mais les partenariats ne s'arrêtent pas là. On a eu des partenariats avec Orateco qui nous a permis de déployer le réseau 4G dans tout le pays. Aujourd'hui, nous avons une couverture de 7% dans tout le pays et cela a été uniquement possible à cause de ce partenariat public et privé pour avoir ce que nous avons aujourd'hui. Et je pense que les partenariats vont continuer à être ce moteur-là pour pouvoir avoir plus d'impact dans le futur. Et donc, je pense qu'on aura le temps de pouvoir combler tous les différents vides et pouvoir arriver là où nous voulons arriver. Lorsqu'on parle d'infrastructures et aussi les différents, pour pouvoir réduire les coûts avec les différents opérateurs, et pouvoir permettre aussi d'avoir des meilleures infrastructures que nous pouvons tous partager.
et pouvoir les permettre de se déployer de plus en plus. Et donc, au-delà de cela, nous allons regarder avec cette présentation que Mackenzie a montré. Si vous regardez les investissements et les partenariats et les règles que nous avons mis en place, ce que cela nous a apporté, c'est que ça a permis beaucoup de segments de la société. Nous avons une règle de zéro papier. Nous ne voulons pas que les citoyens aillent dans un département gouvernemental et utiliser des papiers. On a aussi eu une politique de pouvoir aider tous services fournis par le gouvernement à travers en ligne. Donc, ils n'ont pas besoin maintenant d'aller dans tout bureau du gouvernement pour pouvoir avoir un certificat ou quelconque document. Et donc, pour toutes ces décisions que nous avons prises en tant que gouvernement, c'est pour s'assurer que l'inclusion de cet agenda-là est vraiment faite et pratique et concrète. Et laissez-moi finir aussi 2 points. Maintenant que nous sommes en train de parler, très récemment, nous avons vu les 100 milliards de dollars que nous avons besoin d'ici 2032 pour pouvoir réduire l'écart. Je pense que une fois qu'on aura une couverture de 97%, qu'est-ce qu'on aurait besoin pour pouvoir atteindre la couverture 100% de notre pays? Donc, travaillant avec nos opérateurs et nos partenaires, nous sommes en train de réfléchir. Qu'est-ce que cela signifie? Nous avons construit un module avec l'intelligence artificielle qui a été un thème dans ce forum. Nous avons créé un modèle qui va nous permettre de comprendre les infrastructures, le temps et ce que nous avons vraiment besoin. Et ce que nous avons réalisé, c'est que le nombre d'infrastructures pour pouvoir arriver à une couverture de 100% était tellement énorme pour qu'on puisse essayer de penser que les opérateurs seuls ou le fonds universel d'accès pourrait nous aider, parce que c'est sur cela que nous comptions pour pouvoir arriver à nos fins. Mais lorsque nous sommes en train de parler nous avons vu que nous aurons besoin de 2038 tours encore. Donc, on a dû faire plusieurs scénarios pour pouvoir voir avec les opérateurs financiers. Il y a des investissements que le gouvernement fera. Et j'aime beaucoup la conversation où on a dit qu'on va partager les coûts parce qu'on a des preuves. Si vous voulez avoir uniquement des investissements faits par les opérateurs, vous allez avoir peut-être 100 ans encore afin que la couverture puisse se faire dans tout le territoire. Donc, on doit être très créatif pour voir comment est-ce qu'on peut mobiliser plus d'investissements et plus de capital pour nous aider à réduire l'écart sur la couverture afin que nous pouvons faire face à cette problématique-là de l'infrastructure digitale. Alors, merci beaucoup pour ce brillant aperçu de ce qui se passe au Rwanda. Alors, Monsieur Souri, vous êtes le directeur régional de l'infrastructure et des ressources naturelles de AIC Afrique. Avec votre grande expérience et votre stratégie de développement pour les infrastructures, de quoi pensez-vous que nous avons besoin? Est-ce que nous avons besoin de capitaux? Parce que on a précédemment parlé de l'importance du PIB, des partenariats, etc. Alors, le partenariat, c'est quelque chose qui est en train de disparaître un peu dans le domaine de l'investissement. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Quel est votre point de vue? Alors, merci beaucoup. Je suis très heureux d'être là pendant ce panel. Alors, l'IFC couvre l'Afrique et également est inscrit dans le développement digital. Alors, lorsqu'on parle des besoins en termes d'investissement que l'Afrique a besoin dans le domaine digital, on parle d'investissement de milliards de dollars. Et comme vous l'avez signifié, les investissements en Afrique sont en déclin. Ça fait 2 ans qu'on voit un déclin. Alors, les investissements en Afrique dans le domaine digital sont très importants.
Nous devons avoir le partenariat du gouvernement, des secteurs privés et des institutions financières continentales afin de pouvoir atteindre cet objectif. Alors, Votre Excellence, vous avez parlé de quelques changements au niveau de la réglementation pour vraiment avoir une connectivité et de quelques efforts que le gouvernement a fait ici au Rwanda. Mais je pense que le gouvernement doit considérer la connectivité digitale comme une ressource clé qui nous permettra de pouvoir participer de façon efficace au changement qui a lieu partout, un peu partout dans le monde. Alors, il est important que les investisseurs et les entreprises se mettent ensemble pour travailler. On parle d'autorisation et vous parlez de certaines autorisations qui ont été délivrées l'année passée. Je pense que c'est un point très important. Plusieurs autres pays rencontrent des difficultés parce que ce genre d'investissements ne sont pas accessibles. Il y a les tours de télécommunications qui ont certaines barrières dans leur activité. Il y a également la taxe qui est très grande et c'est difficile pour les entreprises de continuer à investir et puis d'être profitables. Mais je pense qu'il y a certains grands acteurs qui sont dans ce domaine et je pense que comme la ministre l'a dit, nous devons encourager les efforts et vraiment conseiller le gouvernement, leur parler de l'importance des investissements dans le domaine digital parce que le digital est le futur. Par exemple, la Banque mondiale s'est engagée dans un projet d'ouverture, d'impulsion de réformes digitales. Et l'Éthiopie est l'un des pays les plus larges du continent qui a un opérateur qui produit des services digitaux pour la télécommunication et la communication à travers le pays. Il y a la couverture était d'environ 17% il y a quelques années et puis la qualité du service n'était pas très bonne. Mais quelques années en arrière, le gouvernement a octroyé les licences pour pouvoir travailler dans ce domaine-là afin que ces tours-là deviennent des tours qui pourvoient des services digitaux à travers le pays et puis le continent. Donc, l'octroi des licences, des autorisations par les gouvernements est très important. Cela permettra aux différentes institutions africaines de pouvoir travailler aussi en partenariat avec des institutions britanniques, mais aussi des institutions nationales, continentales. Et nous avons estimé, avec notre planification, notre projection, que plusieurs milliards de dollars seraient requis pour que les entreprises puissent atteindre les objectifs de digitalisation. Nous prévoyons aussi une croissance au niveau du PIB, ce qui permettra à la population de pouvoir bénéficier de ces services. Alors nous conseillons les différentes entreprises de vraiment s'insérer dans ce projet-là, de vraiment travailler en collaboration avec les investisseurs qui ont des capitaux propres de plusieurs milliards de dollars et c'est important d'avoir l'appui de ce genre d'institutions. Alors, nous pouvons ouvrir le chemin au gouvernement pour que le gouvernement également puisse venir avec l'appui des banques et puis des institutions privées pour nous aider à atteindre ce grand objectif que nous avons. Merci beaucoup, Monsieur Assouri, pour vos conseils, pour vos impressions. Et c'est important d'avoir l'apport de tous les acteurs pour vraiment atteindre cet objectif. Alors, Monsieur Alex Okosi, vous êtes le directeur général de Google Afrique. Alors, Google, nous connaissons tous Google et nous savons pertinemment que Google a besoin de digital, c'est une ressource digitale. Alors, comment est-ce que vous identifiez, comment est-ce que vous priorisez les opportunités à travers le continent? Quelles sont les caractéristiques clés que vous recherchez lorsque vous recherchez des investissements dans le domaine digital des infrastructures en Afrique? Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez m'entendre? C'est vrai que nous sommes c'est un peu tard, hein? Nous avons pris un peu de temps. Alors, l'objectif principal que nous avons, c'est comment est-ce que nous pouvons créer
créer des opportunités pour l'Afrique à travers le digital. Alors, dire cela n'est pas une idée volatile, mais c'est le moyen pour nous de créer des objectifs, enfin, des partenariats économiques qui pourront nous aider à améliorer notre service au sein de ce continent. Donc, nous regardons à l'Afrique d'un point de vue holistique. Nous regardons à comment créer des infrastructures, comment investir dans les compétences en digital pour les différents acteurs, les différentes personnes qui sont volontaires, qui veulent travailler dans ce domaine, et puis comment avoir l'apport de ces différents acteurs-là, les entreprises, les PME, les start-up, comment est-ce qu'elles peuvent s'insérer dans ce projet. Donc c'est une vue vraiment à 360 degrés. Nous voulons que les investissements soient faits de la façon la plus appropriée qui permettra justement à toute l'Afrique d'en bénéficier. Donc, c'est de cette façon-là que nous regardons, que nous abordons la question. Cependant, lorsque nous pensons à ces trois aspects-là, la question de l'utilisation est très critique. Et comment est-ce que nous pouvons pousser les gens à utiliser et comment est-ce que nous pourrons réguler les prix? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les prix soient plus abordables? Et je pense que c'est plusieurs facteurs qui sont inclus dans ce processus. Alors, pour pouvoir réduire les coûts, je me rappelle il y a quelques années, c'est vrai, je suis pas très vieux, je suis toujours jeune, mais je me rappelle quand les téléphones mobiles sont entrés en Afrique, acheter un téléphone, c'était très cher, et on a été capable, avec beaucoup d'améliorations, avec beaucoup d'efforts, d'avoir des téléphones beaucoup plus accessibles, parce que il y a des régulations qui ont été faites au niveau de la fixation des prix, etc. Donc, nous regardons à cette initiative sur ce pan-là. Nous devons créer des capacités, et c'est le cas en Afrique de l'Ouest. Il y a eu un gros bug récemment avec l'Internet, et c'est important pour nous de créer en fait des moyens de pouvoir vraiment combattre ce problème-là. Et aujourd'hui, tout le monde joue son rôle dans le domaine de l'investissement, et c'est très important d'être capable de réduire le coût d'utilisation de sorte à avoir nos citoyens ainsi que nos institutions engagées dans ce projet-là. Une autre chose que nous avons faite, et je l'ai mentionné, c'est que l'opportunité majeure que nous avons en Afrique de régler certains défis sociaux que nous avons, c'est de s'engager dans la révolution de l'intelligence artificielle. Et pour que l'intelligence artificielle puisse prospérer en Afrique, il y a des modèles de collection de données et il y a des pouvoirs qui sont également requis. Nous devons faire en sorte que d'avoir des clouds, des bases de données digitales qui sont propres à l'Afrique, qui nous permettront de mieux gérer tout ce qui se passe sur notre continent. Donc, je pense que ce sont ces étapes-là qui sont très critiques et qui sont très importantes. Je pense que comment est-ce qu'on peut continuer à avoir des coûts de plus en plus réduits, que ce soit par les financements, que ce soit par les partenariats, parce que en fait, nous voulons avoir une croissance qui est contrôlée. Nous voulons avoir une croissance qui est contrôlée, qui en même temps est à portée de prix pour la population. Donc, si vous regardez aux différentes revues de presse qui ont été diffusées récemment, l'Afrique est vraiment en train de s'élever au niveau international. Il y a quelques pays qui sortent vraiment du lot, comme le Kenya, le Ghana et le Rwanda, ici où nous sommes. Mais je pense que pour que ces efforts-là soient encore plus efficaces, nous avons besoin de se mettre ensemble à travers les partenariats. Et
Votre Excellence, je ne veux pas vraiment vous contredire, mais je pense que nous avons besoin que le gouvernement ait une ouverture d'esprit et que le gouvernement puisse être en partenariat avec les entreprises du secteur privé et c'est ainsi que nous pourrons atteindre ces objectifs-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alex, de nous avoir montré vos points de vue. Nous allons y revenir. Vous avez parlé de l'intelligence artificielle qui est très importante pour le monde entier dans lequel l'Afrique doit s'inscrire. Donc, nous passons maintenant la parole à monsieur qui est dans la finance et qui également a pu travailler avec différentes institutions sur le continent. Alors, vous travaillez pour une grande compagnie telco, vous opérez dans différents pays en Afrique, aussi au Mozambique. Alors, comment est-ce que les régulations, les cadres réglementaires du Mozambique a permis d'atteindre ces objectifs-là? Qu'est-ce que vous pensez qui doit être fait? Quelles sont les meilleures pratiques que vous pouvez nous suggérer en tant qu'entreprise qui a vraiment du succès sur le continent? Alors, je pense que le Mozambique, comme la plupart des pays africains, a un cadre réglementaire qui gravite autour des institutions. Et dernièrement, le gouvernement et les juristes ont compris l'importance des partenariats, l'importance d'avoir un cadre qui est approprié afin de pouvoir avoir des investisseurs qui investissent dans ce projet-là. Donc, on a regardé à la technologie, à différentes entreprises de l'énergie. Nous avons essayé de travailler ensemble et d'avoir des profits qui pourront inciter tout le monde à s'inscrire dans ce projet-là. Je pense que si nous ne nous mettons pas ensemble et si nous ne priorisons pas la collaboration, nous ne serons jamais capables d'atteindre cet objectif. Et je pense que nous ne pourrons pas atteindre cet objectif à cause de deux raisons, parce que les coûts que les consommateurs doivent payer sont trop élevés. Et la deuxième raison, c'est que ça va nous prendre trop longtemps. Si nous le faisons seuls, si nous refusons les partenariats, ça va nous prendre des dizaines d'années pour atteindre les objectifs escomptés. Donc, je pense que le cadre réglementaire du Mozambique a perçu cela et nous avons établi plusieurs cadres qui nous permettent de travailler. Alors, le premier cadre, c'est le roaming national. C'est un cadre qui permet à tous les opérateurs dans certaines parties du monde, pouvoir roamer sur différents réseaux. Alors, ce n'est pas parce que nous avons de la compétitivité que tout le monde va vraiment venir s'engager dans ce projet-là. C'est beaucoup plus complexe. Au-delà de la compétitivité, il faut que cela soit profitable aux acteurs. Donc, nous devons avoir un réseau de partage assez riche, entre autres. Donc, je pense que c'est une question très importante. Alors, un autre cadre que nous avons mis ensemble, c'est un cadre dans le domaine des infrastructures. Le Mozambique est un pays assez vaste et il y a plusieurs habitants dans ce pays-là qui ont des revenus différents. Donc, pour que les solutions digitales soient accessibles à tous, il faut que nous puissions construire des infrastructures. Donc, nous devons être en partenariat et partager nos bonnes pratiques avec les industries de tech, mais aussi avec les grandes infrastructures, les compagnies qui gèrent les grandes infrastructures. Parce que, par exemple, on a MTN avec Everywhere You Go. Pendant qu'on est en train de gérer ce projet digital, là, il y a des projets dans le domaine du pétrole. Il y a différents projets, en tout cas, qui se passent sur le pays. Alors, je pense que c'est très bien accueilli par nous et je pense que c'est également bien accueilli par la population au Mozambique. Merci beaucoup d'avoir partagé cela avec nous et je pense que les partenariats sont un point très important comme nous l'avons vu. Mais merci beaucoup pour vos points de vue. Alors, dans la deuxième partie, nous allons parler des initiatives qui sont en cours et qui sont requises pour supporter ou accompagner la croissance en Afrique. Alors, la question que tout le monde se pose, est-ce que les grandes entreprises tech
jouent leur rôle en Afrique. Alors, j'aimerais commencer avec M. Suri de Service. Après le gros bug au niveau de l'Internet que nous avons eu en Afrique, il y a de nombreuses entreprises qui ont vu leur activité très impactée et cela a permis de se rendre compte de la vulnérabilité de l'Internet. Donc, il y a beaucoup plus de connaissances, de compréhension, beaucoup plus de personnes ont conscience de l'importance. Alors, qu'est-ce qui est requis selon vous pour que cela soit une réalité, pour que les investissements dans le domaine digital soient une réalité dans le domaine de l'Afrique? Merci. Si vous regardez un peu la connectivité numérique, comme on l'a mentionné, on l'a aussi mentionné sur la présentation de Grégoire, l'Afrique aura un gros montant de plusieurs câbles qui seront lancés dans les 2 années à venir. Donc, une connectivité intercontinentale pour l'Afrique va booster et pouvoir réduire aussi le coût de la connectivité intercontinentale. Et ce qu'on doit faire, c'est de se focaliser sur les investissements dans la connectivité continentale et spécialement aussi la connectivité un peu partout. Et donc, je pense que dans la présentation de Grégoire, cela a été mentionné, le problème n'est pas l'utilisation, même la connectivité du dernier kilomètre, je pense que ce n'est pas tout le monde en Afrique qui sera connecté. Donc, je pense qu'on a besoin de faire beaucoup d'investissements. Et donc, nous, avec le groupe de la Banque mondiale, nous avons identifié cela comme des domaines prioritaires pour pouvoir avoir la connectivité de 100% jusqu'à 2030. Donc, nous allons travailler dans 3 différents domaines. La première, c'est de voir comment est-ce que nous pouvons aider à créer des modèles de partenariat privé et public pour pouvoir aider à réduire l'abordabilité du coût. Et donc, le coût de la connectivité dans un endroit comme Botswana, où l'Afrique du Sud va pouvoir diminuer, où le PIB du capital n'est pas pareil. La raison est qu'ils n'ont pas accès avec les différents câbles. Donc, avec le groupe de la Banque mondiale, nous sommes en train de travailler pour trouver des réglementations pour pouvoir aider au niveau de tous les différents, dans tout le continent et aussi travailler avec le gouvernement pour pouvoir mettre en place des modèles de partenariat privé et public pour que les pays soient interconnectés pour pouvoir les aider à réduire le coût. Et l'autre partie, c'est la connectivité du dernier kilomètre. Nous savons que nous sommes à 88%. Donc, les 2 autres pourcents vont nous coûter plus pour la connectivité pour les personnes dans les derniers kilomètres. Nous pouvons le faire de 2 manières. La première manière, c'est à travers la technologie ou la nouvelle technologie qui sont en train d'émerger, satellitaires, vont aider à réduire le coût de connectivité pour le dernier kilomètre. Et nous, pour la Banque mondiale, nous sommes contents de pouvoir supporter ces idées et c'est pour avoir aussi des financements mixtes pour pouvoir accomplir cela et partager des infrastructures. Donc, un des éléments sur lesquels nous travaillons avec le gouvernement, par exemple la République démocratique du Congo, c'est que la banque travaille avec le gouvernement pour identifier des secteurs dans le country, dans des zones dans le pays qui ont besoin d'être connectés et aussi de voir comment est-ce que les entreprises peuvent pouvoir faire de telle sorte que la connectivité du dernier kilomètre puisse être abordable pour les citoyens. Et l'autre partie aussi qui a été mentionnée dans la présentation de Grégoire, et Alex aussi a mentionné, c'est le coût aussi de la connectivité. Et c'est là où la Banque mondiale est en train de travailler et voir ce qu'on peut faire. Même en Rwanda, ici, nous avons par exemple un partenariat philanthropique avec des sponsors, par exemple de Netflix, où ils ont reçu ils ont reçu une demande et ils sont prêts à donner 2,2 millions pour pouvoir les aider à pouvoir utiliser les données. Nous aussi, nous travaillons avec des modèles pour pouvoir créer
en apprenant de ce que nous avons fait pour pouvoir travailler avec le côté de la microfinance, pour pouvoir les aider à subdiviser et pouvoir faire des prêts, pour pouvoir travailler des mécanismes à ne pas pouvoir vouloir payer donc pouvoir les aider dans les 3 années à venir. Et donc, il y a beaucoup qui doivent être fait pour pouvoir arriver à trouver tous les différents les peuples africains pour qui ne sont pas connectés. Et nous, à la Banque mondiale, nous avons essayé d'approcher ce problème-là pour essayer de nous concentrer sur la connectivité intercontinentale avec les modèles de partenariat privé-public. Et donc, c'est avoir des investisseurs qui vont venir et nous aider à pouvoir atteindre notre objectif concernant la connectivité du dernier kilomètre et voir aussi sur quelle base durable financière, voir comment on peut aussi diminuer aussi le coût du financement. Et donc, merci Alex pour pouvoir investir en Afrique. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de comment est-ce que vous contribuez à pouvoir construire des investissements sur le continent? Je pense que tout à l'heure, j'ai parlé sur le fait que est-ce que tout le monde peut se rendre à l'auditorium pour une conversation très importante? Nous allons continuer la session et après nous allons tous aller à l'auditorium. Dames et messieurs, est-ce que tout le monde peut se rendre à l'auditorium pour une conversation urgente? S'il vous plaît, rendez-vous à l'auditorium pour une conversation très importante. Donc, on va demander aux organisateurs si on peut continuer. Ok, nous pouvons continuer. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, les investissements sont vraiment profonds. Et nous sommes vraiment fiers de cela parce que c'est ce que nous faisons avec des partenariats avec les gouvernements. Pour la perspective d'infrastructure, nous avons des investissements majeurs. Nous avons formé plus de 5 millions de personnes dans tout ce qui est digital, qui est très critique parce que on ne peut pas arriver à atteindre nos objectifs sans cela. Et donc, nous avons soutenu les programmes accélérés. Et parmi cela, nous n'avons pas pu générer les fonds pour eux. Nous avons pu aider plus de 3000 personnes. C'est l'écosystème. Nous avons un fonds que nous avons mis à part pour pouvoir investir dans le continent. Nous sommes plus concentrés sur d'autres aspects. Mais pour revenir un peu sur ce dont vous avez parlé, comment est-ce qu'on peut avoir la connectivité au dernier kilomètre, spécialement dans ces zones rurales où c'est très difficile pour des personnes pour pouvoir justifier l'investissement? Que ce soit pour vous ou pour toutes les personnes, en termes de justification, quel est le retour d'investissement pour ces donateurs-là? Et c'est très difficile. Vous devez trouver une manière de pouvoir optimiser le coût d'une manière que cela puisse être attractif. Et donc, la valeur... c'est là que la valeur de l'intelligence artificielle apparaît. Parce que quand nous travaillons dans les zones rurales, c'est de voir comment est-ce qu'on peut créer cette connectivité. Maintenant, nous sommes dans 10 pays où nous travaillons sur ce projet. Et je pense que ça sera très important parce que si vous voulez imaginer par exemple la fibre, ça sera difficile parce qu'il n'y a pas moyen de pouvoir avoir une croissance durable en Afrique parce que cela ne va pas tarder. Donc, c'est une des choses que nous devons toujours voir comment optimiser. Et c'est dans la chaîne de valeur de avoir des infrastructures, la technologie, utiliser l'intelligence artificielle et aller dans une chaîne un peu plus élevée. Et donc, les PME
constitue 60% de l'économie de ce continent. Nous sommes un continent qui est basé sur les PME. C'est excitant. Je pense que je dois commencer à penser à créer ma propre entreprise. Mais on doit aider ces PME-là. Mais ce qu'on doit faire, c'est de catalyser l'économie sur l'intelligence artificielle pour le futur. Merci Alex pour avoir parlé de la contribution de Google. Alors Simon, je viens vers vous pour élaborer sur tout ce qui est initiative de collaboration de éco sur différents marchés et comment est-ce que vous collaborez avec des gouvernements et d'autres parties prenantes, en particulier pour assurer l'accès de l'énergie et donner aussi des services essentiels aux citoyens. Et donc, nous croyons au modèle de partenariat Vodacom et c'est une de nos grosses stratégies. Mais pour que ce modèle de partenariat doit être efficace, nous devons aller sur un partenariat un peu différent. Par exemple, disons, le taux d'intérêt hybride, s'assurer que l'accès aux finances est très important et clé pour les opérateurs de pouvoir continuer à investir. Une des choses que nous sommes en train de regarder en Mozambique, c'est de pouvoir apporter des fonds en tant que partenaire pour que d'autres partenaires de développement puissent pouvoir aider certaines infrastructures ou des fabricants pour pouvoir travailler avec des entreprises fournisseurs d'énergie afin de nous aider à arriver à la connectivité du dernier kilomètre. Donc, au lieu que les opérateurs nous paient, je pense que le fonds d'accès universel vont donner cet argent, mais vous allez utiliser cet argent que vous êtes censé me payer. Vous allez prépayer et investir maintenant sur ce véhicule qui va être partagé un peu partout et pouvoir permettre beaucoup de personnes d'avoir accès. Donc, je pense que ce sont des modèles qui sont clés pour pouvoir développer ces différents investissements-là. Nous parlons aussi avec tous nos partenaires pour s'assurer qu'on peut obtenir la fibre. Je pense que les challenges auxquels nous faisons face c'est que nous ne pouvons pas construire au-delà de ce que nous ne pouvons pas. Et donc, c'est très important qu'on puisse s'asseoir avec tous nos partenaires et savoir que lorsque nous parlons de la numérisation et avoir l'infrastructure dans notre pays, quand nous demandons Vodacom, c'est d'avoir tout le monde assis sur la table et pouvoir le bon financement pour cela. Et l'autre élément clé dont vous avez parlé, c'est l'énergie. Au sein de notre pays, spécialement en Mozambique, nous avons 40% du pays qui n'a pas encore de l'électricité. Et donc, les modèles que nous sommes en train de mettre en place, c'est de s'assurer que toutes les stations ont un panneau solaire, et pour pouvoir avoir des réseaux de panneaux solaires qui vont nous permettre non seulement de pouvoir demander à l'opérateur, mais aussi de pouvoir partager l'énergie à travers les panneaux solaires pour les différentes communautés. Donc, je pense que ce sont des éléments clés. Dans les 18 derniers mois, on a pu construire 350 stations de panneaux solaires qui nous ont beaucoup aidés. On peut continuer à le faire. On a eu un programme très agressif avec Vodacom pour continuer sur ce terrain-là. Merci vraiment d'avoir parlé de cet aspect de l'énergie. On ne peut pas parler de tout ce qui est digitalisation sans parler de l'énergie. Donc, votre Excellence, vous avez parlé de communication, de technologie, mais vous avez parlé aussi d'innovation. Selon vous, quel est le rôle des géants dans le domaine de la technologie pour soutenir l'Afrique pour l'infrastructure digitale et comment aussi renforcer l'écosystème d'entrepreneuriat? Je pense qu'il y a certains points que je vais mentionner sur les travaux que chacun est en train de faire concernant le soutien qu'ils sont en train de faire sur le déploiement d'infrastructures dans le continent et aussi des choses innovatives comme Alex a mentionné. Il y a des programmes aussi de développement. Non, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de faire pour pouvoir soutenir l'écosystème technologique de l'Afrique. Il a mentionné le partenariat de Netflix que nous avons. Ce que je peux dire pour nos deux opérateurs que nous avons, Airtel et MTN, nous avons pu, parce que nous avons une couverture de 97%, c'est juste une utilisation de 21%. Donc, essayez de voir un peu
qu'est-ce qu'on peut faire de façon différente pour pouvoir combler cet écart et ce vide-là et voir un peu ces endroits qui sont vraiment couverts. Donc pour Airtel, c'est un partenariat philanthropique. On a pu travailler avec eux et d'autres différents partenaires pour ceux qui fabriquent les différents engins et outils. On peut utiliser un téléphone à $16 qui peut vous aider au moins 1 giga par jour pour $1 par mois. C'était une manière quand ils ont pu voir comment est-ce qu'on peut... Voici le problème que nous avons. Nous avons cet écart d'utilisation et la grosse barrière, c'est de pouvoir payer non seulement les téléphones et le service. Si on peut régler le problème du prix, on peut ajouter et combiner le prix du prix et de la connexion. Et donc, si on combine cela en un, le package qui sera fourni sera à mesure, sera de telle sorte que cela puisse être abordable pour les personnes ici au Rwanda pour pouvoir avoir des téléphones, des smartphones et aussi la connexion Internet. Et donc, nous avons aussi des partenariats sur la recherche et du développement, des logiciels qui nous aident. Nous avons des recherches, des projets. Nous voulons déployer un test sur la connexion 5G. Ce que je pense qui peut être fait, parce qu'il y a beaucoup de grandes entreprises technologiques qui font sur le continent, mais vu que nous ne sommes pas en train de parler du capital humain, nous voulons avoir des citoyens digitaux du futur. Et donc, pour que cela puisse se faire, nous voyons qu'il y a plusieurs zones où cela se fait déjà, par exemple au Ghana. Donc, on a besoin d'avoir plus d'investissements lorsqu'il s'agit de recherche et développement, mais nous voulons co-créer des solutions qui correspondent à l'Afrique et aussi notre continent, pouvoir aussi créer cette capacité pour que cela soit plus durable, pour voir comment on peut faire face à ces problèmes dans le futur. Lorsque nous parlons du problème, nous savons que les compétences aussi sont un problème. On a aussi parlé de finances. Mais ce qui est plus important, j'aimerais mentionner, qui est concernant l'infrastructure. Donc, il y a 106 pays qui sont bloqués. Donc, nous sommes, lorsque nous parlons du coût de la connexion, ces pays-là le ressentent le plus. Et donc, je pense que ce coût-là est un peu plus difficile pour les citoyens de ces pays-là. Donc, ce que je peux dire en tant que plaidoyer pour ces grandes compagnies de technologie, pour voir comment on peut aider à connecter tous ces pays enclavés. Et lorsqu'ils sont en train de pouvoir travailler et avoir des conversations bilatérales de pays à pays, et voir comment on peut avoir un programme de comment on peut fournir des infrastructures résilientes pour que ces entreprises, la société plutôt, qui ne sont pas connectées à la mer, pour pouvoir voir comment ils peuvent vraiment tirer profit de la numérisation. Donc, mesdames et messieurs, maintenant, on va avoir une dernière série et nous aurons une ou deux questions pour finir ce panel. Alex, nous avons parlé de l'intelligence artificielle. Quelle est l'opportunité de l'intelligence artificielle et son implication pour l'Afrique? C'est vraiment étonnant. C'est une grosse opportunité que nous avons en tant que continent d'être derrière cette évolution et de pouvoir arriver à ce niveau supérieur-là. C'est un peu partout. Si vous regardez un peu les différents challenges que nous avons, que ce soit pour la sécurité, l'éducation, l'intelligence artificielle peut nous aider à résoudre tous ces problèmes-là à un taux vraiment progressif que nous n'avons jamais vu d'abord. Je pense que si nous sommes tous ouverts à pouvoir comprendre comment est-ce que, en tant que société civile, partenaires, que ce soit telco, les grandes entreprises de technologie ou les PME, travailler ensemble pour pouvoir mettre en place une structure qui va nous permettre de travailler à arriver à cela. Mais nous avons besoin des personnes qui ont les compétences nécessaires pour pouvoir gérer. Donc, la grosse opportunité de l'intelligence artificielle, c'est qu'on peut former à un taux
plus élevés que nous n'avons jamais vus en avant. Donc l'opportunité de pouvoir le faire pour pouvoir résoudre les problèmes auxquels nous faisons face. Et comme le ministre a mentionné, le centre de recherche que nous avons mis en place au Ghana en 2018, le travail qu'ils font, c'est un travail qui a beaucoup permis de pouvoir résoudre ces problèmes-là. Et donc les locaux, on arrive à pouvoir aider les populations locales en termes de sécurité, les planteurs et autres, et avoir aussi tout ce qui est dans le domaine de santé. Et donc, nous sommes maintenant en train d'investir dans tout ce qui est ingénierie. Nous avons mis en place un centre de développement au Kenya pour pouvoir trouver des solutions sur nos produits en Afrique, mais aussi pour le monde, parce que nous savons que les solutions que nous allons trouver en Afrique vont aider tous nos utilisateurs un peu partout. Et donc, cette opportunité-là, c'est que cette puissance-là peut permettre de catalyser une croissance économique. Ce n'est pas seulement publié par Google, mais par des sources fiables qui vont vous permettre de pouvoir mesurer cet impact-là. Mais c'est très critique parce que la structure que nous allons développer, nous avons des données dans plusieurs marchés qui vont nous aider à optimiser le travail dont nous sommes en train de te parler. Comment savoir qu'on ne peut pas surfacturer? Donc nous avons les données qui nous permettent de savoir comment on peut optimiser ce qu'on peut investir. Donc, optimiser ce que vous avez investi sur le nombre de consommateurs que vous avez pour le futur. Et donc, l'opportunité de l'intelligence artificielle est très fondamentale et très critique. Et je suis vraiment excité et vraiment content. Et ce qui est vraiment plus important pour moi, c'est que aujourd'hui, nous travaillons avec une compagnie qui est vraiment contente d'avoir une structure qui va permettre de pouvoir mettre en place une croissance digitale. Et je pense que cela est critique. Ils sont aussi en train de voir comment pouvoir développer l'intelligence artificielle sur tout le continent. Et c'est essentiel parce que pouvoir combler ce vide-là, c'est comment on peut avoir des données qui vont nous aider à pouvoir tirer profit de la puissance de l'intelligence artificielle pour pouvoir catalyser la croissance sur le continent. Merci. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit dire encore et nous n'avons plus assez de temps avant que nous allons finir notre série de questions. Les études sur les opportunités digitales sur le continent. Une seconde. On sait que cela va au-delà des infrastructures. Et donc, ma question, quel est le rôle des compagnies de technologie pour pouvoir pour pouvoir réduire cet écart-là et pouvoir aller au-delà des infrastructures? Merci. Je vais d'abord partager ce rapport que nous avons lancé aujourd'hui, les opportunités numériques en Afrique au sein des entreprises africaines. Et nous avons ici l'auteur de ce rapport qui est ici avec nous. Veuillez vous lever pour permettre aux personnes de vous poser des questions après la session. Et donc, ce rapport sur notre site web, il s'agit d'un rapport très intéressant. Et ce rapport porte sur un point qui a été soulevé par Gréco lors de sa présentation, du fait que la connectivité est un problème. Mais aussi, il y a des questions de productivité, l'utilisation des outils de l'intelligence artificielle pour améliorer la productivité. Donc, ce que nous avons fait en Afrique, nous avons réalisé qu'en Afrique, le coût des services de TIC et de la licence est plus élevé, je crois, en termes de plus élevé à 25% comparé aux États-Unis. Et donc, quand on compare les inégalités de revenus, on constate que le coût des produits numériques sont plus élevés en Afrique. D'autre part, les opportunités que nous avons sont énormes. Il existe plus de 40 millions d'entreprises qui ont besoin de numérisation, d'outils de numérisation. Et donc, les startups pourraient aussi nous aider à produire ces outils pour permettre
aux compagnies ou aux agences d'accroître leur productivité, améliorer leur capacité de répondre aux besoins de la clientèle. Et à mon avis, il s'agit là d'une opportunité pour les startups. Donc, il s'agit d'un marché énorme. Et donc, nous avons besoin de deux choses. D'abord, mettre en place cet écosystème ou cet environnement pour permettre aux startups de tirer parti de cela et, deuxièmement, faire en sorte que les gouvernements, le secteur privé puissent travailler sur ces outils numériques dont nous avons besoin en Afrique. Mais je dois dire qu'il s'agit des facteurs qui sont ressortis de ce rapport. Et je crois que si nous travaillons main dans la main sur ces partenariats pour mettre en place un écosystème qui permet aux startups de répondre aux demandes du marché. Deuxièmement, permettre à réduire les coûts de connectivité, ce qui nous permettra de tirer parti des TIC et aussi avoir accès aux opportunités d'emploi pour l'Afrique. Merci d'avoir partagé vos impressions. Et comme il a déjà dit, le rapport est disponible sur le site web de l'entreprise. Monsieur Simon, comment est-ce que Vodacom Mozambique essaie d'investir pour améliorer l'écosystème dans le secteur numérique? Je pense qu'un élément important que nous avons fait, nous avons pris en compte où nous avons pu améliorer l'éducation numérique dans les écoles secondaires. Dans notre pays, on a l'objectif de faire en sorte que 500 écoles plutôt aient accès aux outils numériques. Et jusqu'à présent, nous sommes à 30% de ce parcours. Et on espère que dans les 2 ou 3 années à venir, nous serons en mesure de faire plus. Et je dois dire qu'il s'agit d'un engagement fort que nous avons pris. Et ce projet permettra plutôt aux jeunes personnes d'avoir accès à l'éducation numérique, aux ordinateurs. Et ces personnes seront en mesure d'avoir accès aux outils pour développer leurs compétences dans ce domaine. Les défis auxquels nous faisons face ne sont pas différents des autres défis du continent. Il y a un manque, en fait, d'enseignants dans ce domaine et donc nous avons besoin de plus de partenaires qui pourront nous appuyer et investir davantage en termes de compétences numériques. Nous avons aussi besoin de mettre en place des programmes qui peuvent appuyer ces investissements, ce qui nous permettra d'assurer que plus de personnes aient une éducation numérique. À part cela, nous allons au-delà de l'infrastructure et cela porte sur les outils. Nous avons besoin de faire en sorte que les personnes en Afrique aient accès aux outils numériques. On constate qu'en Afrique, les lacunes en termes du numérique commencent à être comblées. Et à notre niveau, on essaye d'assurer une continuation de l'infrastructure que nous avons déjà mis en place. Imaginez, par exemple, qu'un gouvernement met en place de l'infrastructure, mais ne fait pas en sorte que l'électricité soit disponible. Et donc, je pense qu'il est temps qu'avec les partenaires, nous essayons de faire en sorte que les populations aient accès aux outils nécessaires. Et nous devons aussi faire en sorte que ces outils sont pertinents par rapport aux activités de ces personnes. Alors, tout le monde n'a pas besoin des outils haut de gamme. Et donc, je pense qu'il est important de combler toutes ces lacunes. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Simon. Une dernière question à vous. Honorable ministre, quels sont les autres types d'investissements qui sont nécessaires dans le continent pour améliorer l'économie numérique et pour transformer ce secteur? Je pense que nous avons déjà abordé plusieurs points qui sont essentiels en termes d'investissement. Si nous souhaitons transformer les économies numériques de nos pays, d'abord, en termes d'infrastructures, nous avons
abordé la question des infrastructures qui sont nécessaires au niveau national. Nous avons parlé de la connectivité au sein de la région. Mais je pense qu'il est important aussi de parler des centres de données parce qu'il s'agit là d'une nouvelle économie que nous avons, parce qu'il s'agit en fait d'investir dans l'intelligence artificielle, d'investir dans les données au sein des pays. Et je pense aussi que nous nous trouvons dans une situation où on ne peut pas choisir un investissement et ignorer les autres. Je pense qu'il est important d'investir en termes de compétences. Bien évidemment, nous pouvons investir, mais si la population n'a pas les compétences nécessaires, alors je crois que la population ne sera pas en mesure de consommer ces outils. Mais je pense aussi qu'au-delà de tout cela, il existe aussi les professionnels de ce secteur, ces personnes qui vont développer les technologies, construire ces solutions que nous allons utiliser. Et donc, je pense que cela aussi est très important parce que quand nous avons le capital humain qui a toutes ces compétences, les compétences nécessaires, alors nous sommes en mesure d'améliorer le secteur. Troisièmement, je pense qu'il est important d'investir plus dans ce domaine. Je pense que nous avons déjà parlé des startups et de la jeunesse. Je crois qu'il est important de porter notre attention sur la jeunesse et faire en sorte que cette jeunesse ait accès au soutien nécessaire en termes de financement et accès au marché pour ces personnes. Mais je pense que le financement pose toujours problème. Ces entreprises ont besoin du financement au niveau dès le départ et elles ont besoin du financement qui pourrait les aider à avancer. Je pense aussi qu'un élément important est le contenu. Quand on observe le nombre de pays en Afrique, 54 pays, comment faire en sorte que le contenu soit dans la langue locale. Bien sûr, nous avons des systèmes numériques pour améliorer les langues locales, mais je pense qu'il est important de réduire le problème de manque de représentation et faire en sorte que les populations aient accès à l'intelligence artificielle plutôt en termes dans la langue locale et faire en sorte que des contenus soient disponibles dans les langues locales pour améliorer l'inclusion. Et à mon avis, il s'agit là des questions qui sont importantes. Il est important d'investir pour pouvoir assurer une meilleure connexion pour la population et améliorer l'économie numérique. Merci beaucoup d'avoir partagé vos impressions. Je pense que nous avons l'opportunité de prendre 2 ou 3 questions. Si vous en avez, levez la main et nous allons vous donner la parole. Merci. Merci, je m'appelle M. Yomi. Je travaille dans le domaine d'infrastructure. Je pense que j'ai entendu des points de vue très intéressants venant de la part des panélistes. J'aimerais parler de 2 choses. D'abord, en termes de coûts et d'abordabilité, je pense qu'il est important de parler du fait in Africa, actually. Donc, est-ce que vous pensez que Alex, par exemple, est en train de construire une ligne avec un câble parce qu'il a le pouvoir d'achat pour le faire, mais il ne le fait pas parce que c'est quelqu'un de gentil, mais il le fait parce qu'il y a un contenu phénoménal qui travaillent, qui vont en concours avec tous ces différents câbles de haute capacité. Donc, ce qu'on peut faire pour pouvoir catalyser, c'est faire plusieurs choses qui vont nous aider à réduire le coût
Et le coût aussi de production est un coût qui est vraiment grand. Concernant la connectivité, ce qu'on peut faire en tant que gouvernement, c'est d'encourager la localisation de contenu et de trafic. Ça va vraiment changer le concept de données. Au-delà même de tout ce qui concerne le coût, nous avons déjà parlé de pouvoir diminuer les câbles. Je travaille aussi dans tout ce qui est câbles sous-marins. Et donc, si vous êtes à mesure de pouvoir localiser le trafic au sein d'un pays, vous allez sentir vraiment cet impact, parce que ce qui va se passer, c'est que vous êtes en train de changer le trafic, parce que vous savez que le champ de trafic est très important et vous le faites de façon locale et vous êtes moins dépendant et vous allez payer moins de coûts de trafic. Et donc, vous allez vous assurer que vous pouvez échanger le trafic au niveau international. Et c'est un secteur et un domaine, je pense que le Conseil de réglementation plutôt, peut vraiment aider, parce que je pense que tous les différentes grosses entreprises de technologie comme Alex peuvent nous aider, parce que la plupart du contenu que vous nous donnez, c'est un contenu que nous voyons que avoir plus de tout ce qui est ces zones-là qui vont nous permettre de pouvoir accélérer et avoir ce trafic-là. Mais on doit être à mesure de le faire nous-mêmes. Et aussi, en termes de parler du kilomètre moyen, du dernier kilomètre, il y a la capacité en Afrique. Ne pensez pas que ce n'est pas possible. Il y a la capacité, mais le problème, c'est que cette capacité-là arrive dans tous ces différents pays-là, mais la distribution au dernier kilomètre, au moyen kilomètre, pour pouvoir faire de telle sorte que cette distribution d'énergie puisse arriver, est le problème que nous avons. Donc, pour revenir sur ce que l'honorable, l'excellence a mentionné, pour avoir une épine dorsale qui va nous aider dans tout le continent africain en termes de connectivité. Pour pouvoir avoir cette épine dorsale-là est une manière pour nous de pouvoir montrer notre résilience et nous assurer que ce trafic-là peut arriver au dernier kilomètre. Merci. Tu vois, hein? Alors, nous passons à la deuxième question. Bonsoir, je vais être bref. Je m'appelle Dana Sari, je travaille avec Beneseka. S'agissant de l'infrastructure de telco plutôt, je crois que cela a... je pense que nous avons des défis en termes... Autant pour moi. Je crois que je ne peux pas dire que nous avons arrêté ce système, mais je pense que ce système ne fonctionne plus. Et donc, je me demande en termes de politique, que faisons-nous pour changer la donne? Une dernière question avant de clôturer. Merci. Je m'appelle Anthony. Je travaille dans le domaine de l'infrastructure. J'aimerais avoir votre point de vue sur les satellites, le LEO. Quel est votre point de vue sur les satellites? Nous avons parlé de Starlink. Et donc, quelle est votre vision sur ce système? Je dois dire que j'ai trois réponses. D'abord, je crois que nous devons faire en sorte, je pense qu'il est important de clarifier, de faire la différence entre les contenus produits au niveau local et d'autres contenus. Je pense que cela est très important. En tant que personne qui travaille dans le telco, je pense qu'il est important de parler du cloud computing et des compétences dans ce domaine. Je pense que cela est très nécessaire. S'agissant du USSD, je ne pense pas qu'il s'agit là d'un problème que nous pouvons résoudre
dans 2 ans parce que la clientèle, le client veut utiliser un service en 3 étapes et l'USSD offre cette option. Par exemple, dans une application, vous avez l'opportunité d'utiliser cela et cela vous permet d'utiliser cela. Et donc, je pense que cette technologie est très, très utile et je pense que dans les années à venir, elle sera toujours utile. Merci. La réduction des coûts, je pense que j'en ai déjà parlé. Cela est déterminé par comment on arrive à réduire le coût tout au long de la chaîne de valeur. À partir des utilisateurs du dernier kilomètre, ainsi de suite. Je pense qu'il s'agit là de... Je pense que cela est possible si nous pouvons réduire le coût de la consommation au niveau international. Je pense que cela est très important. Il est important d'assurer que cela est possible. L'honorable ministre avait parlé d'un élément qui est très essentiel s'agissant de l'utilisation. L'utilisation peut s'accroître s'il y a un besoin. Je ne peux pas utiliser un téléphone mobile qui n'a pas de données, sauf si j'ai des choses à faire avec ce téléphone mobile. Et donc, je ne pourrais pas l'utiliser. Et donc, je pense que nous devons comprendre en fait les besoins des utilisateurs dans le continent. Je crois que la plupart du temps, les personnes ont le besoin de créer des opportunités économiques. Elles ont besoin de créer du contenu à travers le téléphone mobile. Une expérience merveilleuse que j'ai eue qui me passionne en fait est cette opportunité d'interagir avec les jeunes. À présent, je crée du contenu sur YouTube. Non, en fait, ces jeunes personnes me disent qu'elles ont l'opportunité de créer du contenu sur YouTube en raison de la réduction des coûts des données. Et de par le passé, ces personnes avaient des défis en termes de comment télécharger le contenu. Mais à présent, on constate qu'il y a des changements énormes et je constate cela parce que, bien sûr, je suis YouTuber. Je constate que la croissance économique est énorme. Le nombre de personnes qui sont en mesure de créer du contenu en Afrique, il s'agit là d'une opportunité que nous pouvons utiliser à partir de l'intelligence artificielle. Et donc, je veux faire en sorte, je veux que nous soyons optimistes s'agissant des opportunités et nous devons faire en sorte, nous devons être en mesure de travailler ensemble, main dans la main. Nous avons parlé bien sûr du besoin des compétences au Kenya. Il est important pour nous de créer, de mettre sur pied des modèles pour former l'intelligence artificielle. Donc, je pense que nous pouvons travailler ensemble pour réaliser plusieurs choses. Mais je dois dire que je suis très, très optimiste s'agissant des opportunités que nous avons et je suis aussi optimiste du fait que nous sommes ici depuis des heures avec la ministre, avec toutes ces personnes. Et je pense que nous allons pouvoir réaliser nos objectifs. Merci, Madame la ministre. Aimeriez-vous répondre, apporter des réponses? En fait, j'aimerais parler d'un élément qui est important. Je pense qu'il y a des choses que nous devons prendre en considération. D'abord, il y a la facilité d'utiliser l'USSD. En termes de services financiers, par exemple, avec le mobile money. Et je dois dire que ce système peut être changé ou transformé, mais en fait, nous devons parler de comment cela se fera. D'abord, il y a cette question du fait que ce système est facile à utiliser. Il y a aussi la question des téléphones mobiles utilisés par la plupart de la population. Nous sommes maintenant conscients du fait que
quand les citoyens ont accès à un outil important qui leur permet de contribuer à l'économie numérique, parce que nous avons fait cette transition vers d'autres outils, alors quand ces outils ne sont pas des outils développés, alors il y a des lacunes. Il y a aussi la réalité qui porte sur les compétences, l'alphabétisation plutôt. Et donc, je pense que nous avons besoin de régler des problèmes de compétences et de technologie. Donc, nous avons besoin d'une d'un système pour changer tout cela. Je pense que quand nous changeons la technologie, il est important aussi de changer d'autres systèmes qui viennent avec, ainsi que les services de base. Le dernier point qui porte sur les satellites, quand on observe la connectivité satellite, cela quand Starlink a lancé ses différents produits, tout le monde était ravi. Il y avait cette plus grande capacité, mais en fait, le problème qui se posait, c'était la question du coût pour la plupart des personnes. En fait, nous avons fait un test avec 50 écoles pour acheter le système Starlink. Il fallait payer $2000, mais après, chaque mois, il fallait payer un peu plus de $500. Et donc, pour les zones rurales, imaginez, ces coûts deviennent très, très énormes. Et donc, nous avons eu des échanges, des conversations au niveau de la politique pour changer la donne, pour essayer de voir, pour essayer d'observer la capacité dont nous avons besoin et comment pouvons-nous utiliser cette capacité pour acheter tout cela. Mais je pense qu'il est important d'observer les besoins en termes de connectivité, d'observer les lacunes en termes de connectivité. Et si on constate qu'on a besoin d'une connectivité satellite, alors je pense que nous allons choisir cela parce que les autres options seraient vont nous coûter plus cher plutôt. Et donc, je pense qu'il est important d'avoir des échanges qui nous permettent de réduire les coûts pour la majeure partie de la population. Merci. Merci beaucoup pour vos questions. Toutes nos excuses pour ces personnes qui n'ont pas encore eu l'opportunité de poser leurs questions. En raison du temps, nous voulons que vous soyez optimistes, même en quittant cette salle, en raison des développements sur le terrain. Nous n'avons pas encore accès aux 100 milliards de dollars, mais je pense que nous avons besoin des investissements. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette session. Veuillons applaudir pour les panélistes. Merci.